Alors, pour la suite, on va vous présenter en fait la suite de l'état des lieux et c'est justement un peu, euh, un peu l'intérêt de l'exercice aujourd'hui, au-delà d'état des lieux, hein. C'est aussi de pouvoir utiliser ces données. Alors, certes, pour atteindre les objectifs environnementaux au sens des CE, bon, c'est une chose, c'est important de toute façon, c'est l'orientation de la politique du bassin. Mais c'est aussi des données qui peuvent vous servir au quotidien éventuellement. Attention à l'échelle de travail, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Xavier tout à l'heure en aparté, mais c'est vrai que les changements d'échelle, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Des fois, ça ne va pas fonctionner, donc il faut toujours être critique, hein, par rapport aux données qu'on fournit. La plupart du temps, elles sont valables à une certaine échelle, sur des bassins versants, vous voyez, des masses d'eau, des choses comme ça. Même les débits d'étiage. Alors, des débits d'étiage, c'est quelque chose que peu de bassins ont, en fait. Alors peut-être aujourd'hui, mais en fait, c'est quelque chose d'un peu inespéré d'avoir en tout point du bassin un débit. Alors, il peut être faux, certes, parce que c'est sûr que c'est pas de la mesure, c'est de la simulation. Mais ceci étant, on se recale quand même sur les stations hydro, donc bon, c'est quand même assez rassurant. Et c'est surtout, il faut travailler un peu en relatif, c'est-à-dire que euh, ce qui est important là-dedans, c'est pas tant la valeur absolue du chiffre qu'on vous donne, mais c'est de le comparer d'un bassin versant à l'autre. Et ça, je pense que c'est important de retenir, de retenir. C'est vraiment pour orienter la politique, hein, de prioriser un peu les actions. Et puis après, si quand on travaille en local sur des parcelles ou sur un petit bassin, un sous-bassin versant, rien n'empêche d'utiliser des données locales pour affiner l'exercice en espérant qu'évidemment on n'ait pas de, de, de conclusions différentes. Mais un ajustement de la conclusion, ça paraît tout à fait normal. Et le dimensionnement des travaux à effectuer aussi. C'est-à-dire que, bon, Fabrice, il pourrait vous en parler, mais le programme de mesure, par exemple, il dit en gros ce qu'il faut faire. Ça reste un document de planification, mais le dimensionnement vraiment précis se fait au niveau local, je pense, hein, avec éventuellement des données plus précises. Donc, l'état des lieux, en fait, donc c'est ce que je dis, oui, bah, j'aurais dû passer cette diapo en même temps de vous dire ça. Donc, il oriente, hein, les mesures, il oriente le programme de mesure et celui de l'agence, mais comme celui de n'importe quel organisme, en fait, j'allais dire, parce que la politique, le SDAGE, il s'applique finalement à l'ensemble, à nous tous, à l'État, mais aussi aux administrations publiques en général, aux collectivités, évidemment, puisque de toute façon, ça doit, par exemple, être conforme au PLU, enfin, le PLU de conforme au SDAGE, enfin, ce genre de choses. Vous avez beaucoup de sages chez vous, d'ailleurs, toute la Bretagne est couverte par un sage, il me semble. Donc, de toute façon, voilà, ça s'applique à nous tous. Et ce qui est décidé par le comité de bassin et signé par le préfet coordonnateur, on doit le faire. Donc là, l'idée, c'est de respecter les objectifs environnementaux, je les rappelle. Ce sont des objectifs de bon état au sens TCE du terme, mais aussi des objectifs des autres directives, que ce soit l'alimentation potable ou autre, hein, il y a tout ça. Et dans le SDAGE, il n'y a pas que la DCE, il y a aussi des inondations, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais même plus ce qu'il y a, bah, des axes de continuité, voilà, il y a tout ça qu'il faut aussi respecter. Et donc, l'utilisation de toutes ces données qu'on vous a présentées peuvent servir à tout ça et peuvent servir aussi à des objectifs un peu plus locaux à partir du moment où ils viennent en complément des objectifs un peu généraux. Et je pense que c'est le cas de toute façon en règle générale, hein. Là, l'idée, c'est de prioriser un peu les actions sur des bassins versants qui méritent plus que d'autres, dans un premier temps, d'avoir des actions. Donc, ce que je vous disais un peu ce matin, c'est que donc on a pu prioriser en fait les masses d'eau des masses d'eau qui sont les moins dégradées jusqu'aux masses d'eau qui sont les plus dégradées. Et donc, on a pu, pour chaque masse d'eau, les unes par rapport aux autres, avoir un espèce de score, hein, qui nous permet de savoir si la masse d'eau elle est loin ou pas du bon état et s'il y a besoin de mettre beaucoup d'actions ou pas dessus pour la reconquête de la qualité.
Donc, l'idée ici, c'est d'agir pour avoir des résultats visibles très rapidement, ce qu'on vous disait, sur 10% des masses d'eau qui sont proches du bon état. Parce qu'ils sont proches du bon état déjà, et en plus, la pression qui est à l'origine de la dégradation, elle est facile, entre guillemets, hein, c'est toujours entre guillemets tout ça, mais elle est facile à identifier et à gérer. Mais il faut aussi agir sur les masses d'eau qui sont beaucoup plus dégradées. Et pourquoi il faut le faire? Parce que si on commence jamais, eh ben, elles seront toujours aussi dégradées. Et il faut absolument commencer maintenant pour que d'ici quelques années, on puisse avoir de bons résultats. Hein, c'est ce qu'on disait un petit peu avec les OMS, hein, les objectifs moins stricts, c'est on va échelonner les travaux, certes pas en 2027, mais bien au-delà. Mais au final, il faut bien commencer aujourd'hui pour avoir des résultats dans quelques années. C'est ça le plus difficile à faire admettre aussi à nos élus, je pense, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de mandature, etc. Mais bon, ça, c'est un peu, c'est comme ça depuis tout le temps, hein. C'est-à-dire que la nature, elle met beaucoup plus de temps que les mandatures à réagir. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à adapter nos discours dans ce sens. Donc, bah, c'est ce que je disais là, hein. Donc, vous avez les 24% de masse d'eau qui sont en bon état en vert ici, hein. Donc, il faut absolument les garder en bon état. De toute façon, il y a un des objectifs de la DCE, c'est la non-dégradation des masses d'eau. Donc, il faut s'assurer que ces masses d'eau restent en bon état. Vous avez les fameuses 10% des masses d'eau proches du bon état où là, il faut mettre le paquet, hein, parce que bon, c'est aussi en termes d'image, hein, il faut aussi qu'on arrive à montrer que la puissance publique arrive à obtenir des résultats en dépensant des millions d'euros. Hein. Ça, c'est absolument nécessaire, je pense. Et puis, vous avez tout le reste. Alors, les objectifs de 61%, ça, c'est le comité de bassin et l'État qui ont décidé ça. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et puis, vous avez le reste où là, il faut quand même mettre des actions dessus, à commencer pour pouvoir avoir des résultats d'ici quelques dizaines d'années. Concernant les masses d'eau qui sont loin du bon état, l'idée, c'est effectivement à chaque fois de gagner une classe. Si j'ai une masse d'eau qui est en mauvais état, ici, l'idée, c'est d'essayer de la faire passer dans l'état médiocre. Et c'est ça, en fait, l'objectif moins strict. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre en avant. C'est pas qu'on arrête de dire, enfin, de faire des choses dessus. Non, il faut faire des choses pour gagner au moins une classe. C'est juste l'ambition qui est révisée, en fait. Mais c'est permis par la DCE. Alors, nous, derrière, on va galérer à tout justifier, mais ça ne fait rien. Vous, ça ne change rien. Il faut aller là-dedans quand même et essayer d'avoir ce discours-là. Les objectifs environnementaux, on en a un petit peu parlé, donc ça sera de toute façon dans le SDAGE, à la consultation. Alors, je ne sais pas, ça sera sous forme PDF, donc un tableur sous forme PDF. Probablement qu'il y aura une carte associée, mais je m'avance un petit peu peut-être. Mais en tout cas, sûr, il y aura un tableur PDF où pour chaque masse d'eau, vous aurez l'objectif. Donc, l'objectif, bah, c'est soit le bon état, soit un objectif moins strict sur un des éléments de qualité. Et vous aurez l'année d'atteinte de cet objectif-là, donc 2027 ou au-delà. Là, maintenant, il n'y a plus, voilà, c'est 2015. 2021 aussi, va falloir se dépêcher là maintenant. Et puis 2027 et puis au-delà. Donc voilà, donc ce genre de carte, vous voyez, la Bretagne est quand même assez concernée par des objectifs moins stricts. Alors, prenez pas pour argent comptant tous les bassins versants, c'est un document de travail. Je suis pas sûr qu'on ait le dernier fichier à jour. Voilà, donc c'est juste pour voir un peu ce qu'il en est. Ça va pas changer des masses, hein, si je puis m'exprimer ainsi, mais voilà, l'idée générale est là. Je vais laisser reprendre à la main, oui, par Johan, le micro, qui va un peu vous présenter comment on peut cibler les travaux. Parce que là, on parle de masse d'eau non, plutôt de contrats territoriaux ou des salles qui contiennent généralement plusieurs masses d'eau. Et quand on fait un contrat, il peut y avoir une cohérence hydrologique affirmée et aussi une compétence d'un maître d'ouvrage sur ce territoire-là qui peut regrouper des masses d'eau en risque, donc des masses d'eau sur lesquelles il faut agir en priorité et des masses d'eau sur lesquelles on peut attendre, voire des masses d'eau qui sont en bon état. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vous faire comprendre qu'on peut très bien faire un programme d'action
précis, mais sur des masses d'eau à risque, même s'il y a des masses d'eau en bon état à côté. Donc, du coup, ton micro, ouais. On va passer en revue quelques exemples. Hein. J'ai fait exprès de ne pas mettre de nom de territoire de SAGE, de nom de masse d'eau ou de contrat. C'est fait exprès. Hein. C'est vraiment des exemples, c'est de l'illustration. Ici, vous avez par exemple en rouge un contrat avec les masses d'eau qui sont présentes, les bassins versants comme vous voyez. Et là, l'exemple est sur, par exemple, je ne sais pas, moi, la pression continuité. Non, les pressions. Effectivement, quand on regarde la disparité de ce contrat, on voit qu'il y a des masses d'eau qui subissent plus de pression que d'autres. Et donc forcément, déjà, on peut commencer à s'interroger sur là où aller commencer à regarder en premier. Je peux passer à la suivante. On va rentrer maintenant dans des exemples plus précis et pression par pression. Donc là, on va essayer de travailler à double voie selon notre capacité à gérer la visio. Prenons l'exemple donc de la pression sur l'hydrologie. On l'a vu. Tu veux y aller? Vas-y. Vas-y. Non, mais il a beaucoup parlé déjà sur l'état. Alors, je vais reprendre juste la main là-dessus, comme je maîtrise aussi ce sujet-là autant que lui. Donc, je vais le laisser se reposer un petit peu. Donc là, on va parler d'hydrologie, notamment d'évaporation des plans d'eau. Vous vous souvenez comment on calcule la pression sur les plans d'eau? On regarde en fait, toujours pareil, on regarde ce qu'on prélève, c'est-à-dire ce qu'on extrait du milieu naturel, et on le compare à la ressource qui, pour un cours d'eau, est le QMNA5, enfin le débit d'étiage, basé sur l'interpolation des QMNA5. Et donc, le premier truc, c'est d'avoir les plans d'eau. Comme vous le voyez, là, j'ai un bassin versant, j'ai une masse d'eau, la Flume. Je ne dirais pas où est-ce qu'elle se trouve. La FRGR 0112. Et donc, ce que vous voyez ici, ce sont tous les petits polygones bleus, ce sont tous les plans d'eau qu'il y a, en tout cas ceux qui ont été sélectionnés sur ce bassin versant-là. Il y en a. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, sur tout le bassin de la Bretagne, c'est juste pour vous donner une idée, mais je pense que les proportions s'appliquent aussi en Bretagne. Il y a à peu près 300 000 plans d'eau pour 155 000 km² de surface de tout le bassin. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'eau tous les 2 km². C'est pas une paille, hein. Je veux dire, il y en a. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on regarde cette pression-là. Et en fait, comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de plans d'eau qui se trouvent en travers du réseau hydrographique. Ce réseau, ou à proximité immédiate, hein, parce que bon, quand c'est à proximité, on sent qu'il va se passer quelque chose en dérivation ou autre. Et donc, on prend l'ensemble de ces polygones-là, on en calcule la surface sur tout le bassin versant, et on a le QMNA5 à l'exutoire, qui est donc ici, plus bas, on ne le voit pas, mais et donc, c'est bien l'ensemble de l'évaporation des plans d'eau sur ce bassin versant-là comparé au QMNA5, enfin au débit d'étiage qui est à l'exutoire du bassin versant. Je pense que c'est pas mal de pouvoir caractériser cette pression de cette façon-là. Le QMNA, il est à 60 litres secondes pour information. Alors, attendez, je me suis trompé. Voilà. Donc, comme on a ces informations-là, vous vous souvenez aussi de ce schéma-là, on a notre taux là, de 96%. Alors, ce taux-là, en fait, c'est effectivement la pression sur l'hydrologie. C'est la somme en fait du taux d'exploitation et du taux d'évaporation. D'accord, c'est comme ça. Et on ramène ça au QMNA5, enfin au débit d'étiage de la masse d'eau. Et donc ça me donne 96%. Alors vous allez me dire, ouais, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans le cours d'eau. Eh bien en fait non. C'est que normalement, il devrait, dans cet exemple-là, y avoir 2 fois plus d'eau dans le cours d'eau s'il n'y avait pas cette extraction d'eau, que ce soit par les prélèvements ou par l'évaporation. C'est ça que ça veut dire. Un taux de 100%, ça veut dire qu'il doit y avoir, si vous mettez, vous savez, l'équation, donc débit évaporé ou prélevé divisé par le débit d'étiage égale 100, ça veut dire que mon débit prélevé ou évaporé, c'est égal à 100 fois le débit d'étiage. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je devrais avoir, si mon taux était égal à 0, 2 fois plus de débit d'étiage.
Ça ne veut pas dire que je consomme toute l'eau. Je consomme la moitié de ce qui reste, en fait. Vous me suivez bien? Donc, non, parce qu'on a eu cette question-là en complanif. Alors, je sais bien que ce ne sont pas tous des techniciens, loin de là, en complanif, contrairement à vous, mais je préfère le préciser parce que ça permet aussi de fixer un peu les idées. Donc, j'ai mon taux ici, et mon taux, il est supérieur à 50%. C'est comme ça qu'on a décidé que la pression était suffisante pour dégrader, enfin, pour être responsable de la dégradation de la qualité du cours d'eau considéré. Donc, j'ai mon taux là. Donc, ce taux-là, il faut que je le ramène en dessous des 50% pour que la pression de prélèvement et d'évaporation ne soit plus responsable de la mauvaise qualité des eaux, même si la mauvaise qualité existe encore. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Et donc, il me faut les proportions entre les prélèvements et l'évaporation. Donc, c'est ce que vous avez ici. Sur les 96%, j'en ai 14% du taux qui est calculé là, j'en ai 14% qui sont liés, qui sont dus à cause des prélèvements, et 86% à cause de l'évaporation des plans d'eau. Une fois que j'ai ça, je peux en déduire l'effort à fournir pour que mon taux soit en dessous des 50%. Là, en l'occurrence, je dois faire donc 48% d'effort et je le répartis sur l'ensemble des usagers ou des compartiments qui sont responsables de ça. Donc, j'applique mes 48% sur mes prélèvements et 48% sur mon taux d'évaporation. Et grâce à ça, je peux en déduire le volume évaporé nécessaire à ne plus évaporer, justement. Donc, le volume des plans d'eau à ne plus évaporer pour que mon taux, avec l'effort que je dois fournir, doit être inférieur à 50%. Vous me suivez toujours? Donc, puisque j'ai mon volume à gagner ou à ne plus évaporer, du coup, je peux calculer, en revenant en arrière avec mes polygones de plan d'eau, quelle est la surface de plan d'eau à diminuer ou à gérer. Alors ça, on peut revenir là-dessus. En tout cas, à diminuer pour que mon taux, au final, ne soit plus supérieur à 50% du débit d'étiage. D'accord? Donc là, en l'occurrence, la valeur pour l'exemple, là, je ne sais plus quel exemple c'était, la flux toujours, c'est 43 hectares. Et au départ, j'en ai 89 hectares sur le bassin versant. Donc, je dois baisser de 48% mes 89 hectares. C'est juste ça, en fait, au final. D'accord? Mais bon, on a toutes les étapes de calcul si vous voulez, mais l'idée à retenir, c'est ça. C'est que pour que la pression ne soit plus significative au regard des méthodologies utilisées dans l'état des lieux, on doit baisser la surface des plans d'eau ou l'impact de la surface des plans d'eau de 43 hectares sur ce bassin versant-là. Donc ça, on l'a calculé pour toutes les masses d'eau. OK? On l'a calculé pour toutes les masses d'eau. Et on l'a calculé aussi pour les prélèvements, du coup. Bon, là, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'usagers. Mais c'est ce qu'on a fait aussi, et c'est l'objet de l'exemple d'après. Donc, voilà. Alors, quand je dis diminuer la surface, alors, c'est en tout cas gérer les plans d'eau. Il faut au minimum gérer les 43 hectares des plans d'eau. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre le bouton rouge sur le fil rouge ou inversement et faire exploser le plan d'eau. Mais en tout cas, il faut pouvoir le gérer. Suivant la taille du plan d'eau, ça peut être un débit réservé, ça peut être du soutien d'étiage, ça peut être une dérivation qu'on coupe à l'étiage, ça peut être tous ces trucs-là peuvent être envisagés. Il ne s'agit pas forcément de les supprimer ou faire de la substitution. Alors bon, là, je m'avance un peu, mais à la rigueur, on pourrait au moins y réfléchir. C'est-à-dire qu'un plan d'eau qui ne sert à rien, peut-être qu'en substituant un forage d'irrigation, on pourrait autoriser quelqu'un à pomper dans le plan d'eau et dans ces cas-là, faire de la substitution. Enfin, bon, il y a un tas de possibilités. Bon, ça, je ne sais pas encore les actions qu'on pourrait mettre en œuvre et la révision du 11e programme, ce qu'elle pourra autoriser. L'exemple sur les prélèvements, puis après, on fera une pause et on discutera tous ensemble, si vous voulez, là-dessus, concerne l'Oyon. Donc, la FRGR 0136 avec un débit d'étiage de 5 litres seconde, donc autant dire pas grand-chose. Et puis, vous avez ici l'ensemble des points de prélèvement qu'il y a sur ce bassin versant-là. Alors, il n'y en a pas pléthore. Est-ce que vous avez le chiffre que vous voyez là, ce sont les volumes prélevés annuels. Donc, pour l'irrigation, vous avez 24 000 et quelques ici, 24 000, 39, etc. Vous avez un AEP qui traîne, mais il est à 0.
Et puis, vous avez surtout un industriel qui consomme, lui, enfin, qui prélève, pardon, 118 657 mètres cubes, en tout cas déclarés pour une année moyenne de prélèvement. En tout, on a un volume prélevé de 437 000 mètres cubes sur ce bassin versant-là. Quand on applique toute notre méthodologie avec les volumes consommés, etc., qu'on va comparer au débit d'étiage, les voilà. Donc, vous avez ici donc, les volumes prélevés actuels, usage, donc l'AEP va 0, l'irrigation 154, 164 pour l'abreuvement, 118 pour l'industriel, comme on vient de le voir, il n'y en a qu'un. Et quand j'applique tous mes taux et mes efforts à fournir, eh ben, je peux calculer mes volumes à réduire pour que mon taux global soit, encore une fois, inférieur à 50% du débit d'étiage restant, enfin, du débit d'étiage observé, pardon. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, quand je fais tous mes calculs et que je reviens avec mes pourcentages, eh ben, je peux définir quels sont les volumes à réduire. Alors, ce sont des ordres de grandeur, attention. Hein. Alors là, j'ai mis le mètre cube près, évidemment, parce que ce sont des calculs et je fais un copier-coller de la cellule, mais c'est l'ordre de grandeur qui est important. Hein. Et là, vous voyez que je dois faire un effort de 94% sur l'ensemble des usagers. Et donc, en fonction des volumes qu'ils consomment au départ, eh ben, ils ont plus ou moins de volume à économiser. Sachant que si on ne peut pas, pour un tas de raisons, économiques ou autres, on ne peut pas réduire le volume. Par exemple, sur l'irrigation, on ne peut pas le réduire parce qu'ils sont déjà au taquet et puis on ne peut pas faire autrement. Il est évident que du coup, ce volume-là, si on veut que mon taux soit inférieur à 50, ben, il faut le transférer sur les autres usagers. C'est ça le truc. Mais en faisant ce calcul-là, et voilà, nous on est parti sur de la gestion collective de l'eau. Après, si c'est pas possible et si c'est une autre stratégie qui est adoptée, par exemple, on veut absolument que ce soit que l'irrigation qui réduise leur consommation ou l'industriel, hein, peu importe, ça je m'en fous. L'avantage de faire ces calculs-là, c'est que vous pouvez de toute façon trouver le volume nécessaire. Il suffit juste d'additionner soit les usagers, soit aussi les milieux. C'est-à-dire qu'on a aussi dissocié l'eau souterraine des eaux de surface. On a tout calculé. Donc voilà ce qu'on va vous proposer d'ici la fin du mois, j'espère. Un fichier qui permet pour chaque masse d'eau cours d'eau d'avoir tous ces chiffres-là, les surfaces de plan d'eau à gérer ou à diminuer, enfin en tout cas les volumes à diminuer, et les volumes à réduire pour atteindre, pour que la pression ne soit plus significative au regard des méthodologies d'état des lieux. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? J'ai pas vu le chat parce que j'avais partagé mon écran. Alors du coup, il faut que je remonte un peu. Le tableur pourrait-il être une version Excel plus facile utilisant qu'un PDF? Ah, ça, c'était pour les objectifs? Non, c'était quoi pour ça? Ah oui, alors il y a beaucoup plus de plans d'eau que ce qui est recensé dans la BD Topo. Alors, oui, probablement. Oui. Mais moi, il me faut une base de données. Donc, si je suis preneur, si vous avez autre chose que la BD Topo. Là, on va faire l'exercice d'amélioration sur la BD Topage. Je suis pas sûr qu'on ait mieux que la BD Topo. Mais pour l'instant, voilà, c'est toujours pareil. Moi, il me faut de la donnée un peu homogène à l'échelle du bassin, la plus complète possible. Ça on est certes, ça c'est sûr. Alors, je sais qu'il y a des départements qui font des inventaires. On a essayé de les intégrer, d'ailleurs, pour certains départements. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, la donnée, c'est la donnée d'entrée, hein, de toute façon, le truc. Hein, plus ma donnée sera complète, plus on sera juste. Et on est en train de faire un exercice, d'ailleurs, je le dis maintenant, je ne sais pas s'il y a une question là-dessus, mais en fait, pour le prochain état des lieux, on est en train de travailler sur la complétude de ces données-là, justement, et on va essayer de faire une typologie des plans d'eau, savoir s'ils font du soutien d'étiage, pour quel usage ils sont faits, etc. Enfin, on va essayer de récupérer leur capacité aussi nominale. Bon, voilà, on essaye de travailler pour améliorer les choses. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Est-ce qu'on va maximiser la pression ou au contraire la minimiser? Je ne sais pas trop, on verra. Pourquoi un taux de 50? Alors là, c'est une bonne question. On s'est dit, entre experts, ici à Orléans, avec l'OFB, avec des hydrogéologues, avec des hydrologues,
qu'effectivement, à partir du moment où on prenait 50% du débit d'étiage, ça commençait à faire beaucoup. Alors, bon, on aurait pu prendre moins, je pense. Mais bon, déjà avec ça, on a déjà pas mal de problèmes. Voilà, alors effectivement, hein, c'est quelque chose qu'on peut discuter aussi hein, dans la méthodologie. On espérait un peu avoir des retours de la concertation technique sur ces sujets-là, mais bon, je comprends que c'est pas facile de tout regarder. Mais bon, on n'a rien eu, donc pour l'instant, on est parti là-dessus. Hein. C'est comme l'utilisation de 80% des eaux souterraines dans le calcul des volumes. Bon, voilà, il faut qu'on creuse ça, mais il faudrait qu'on fasse des études là-dessus ou qu'on demande l'avis d'un conseil scientifique quelconque. Et voilà. Donc la réponse, c'est ça. Donc c'est comme ça. C'est une hypothèse de travail. Juste un petit point par rapport à cette évaporation des plans d'eau. Aujourd'hui, la donnée qu'on utilise, elle vient. Oui, je viens de brancher mon micro. Elle vient donc de l'évaporation fournie par Météo France. Elle est fournie sur. Ce qu'on prend, c'est uniquement l'évaporation sur 2 mois. Sachant que juillet-août, voilà, ce ne sont pas les 2 seuls mois où les plans d'eau évaporent, puisque juin peut être très chaud, septembre aussi, etc. Donc déjà, il y a déjà, je pense, une minimisation du problème à ce niveau-là. Et donc, ça rejoint aussi une question qui a été posée en disant tous les plans d'eau ne sont pas sur les topos. Oui, mais voilà. Donc, il y a des choses sûrement affinées, mais déjà, avec l'indicateur qu'on a pris aujourd'hui de la moitié des étiages, les seuls plans d'eau qu'on a et les seuls 2 mois d'évaporation, aujourd'hui, c'est quand même plus de 70% des cas où il y a un problème hydrologique qui est majoritairement lié au plan d'eau, à cette évaporation. D'ailleurs, c'est un sujet qui mobilise fortement en ce moment. Voilà. La méthodologie avait déjà été utilisée en 2013 et pour autant, aujourd'hui, c'est un sujet qui a été mis en avant. Voilà, je pense que d'un côté, nous, on n'est pas très sévère sur quand on prend la moitié des débits d'étiage, parce que c'est déjà beaucoup. Ça pourrait être bien pire, mais d'un autre côté, on prend que 2 mois d'évaporation et puis on n'a peut-être pas tous les plans d'eau. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça s'équilibre pas mal. Autre question sur qui est-il sur les plans d'eau dans le projet de SDAGE? C'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas encore lu le projet de SDAGE, enfin en tout cas pas ces parties-là. Donc je sais pas si Fabrice, tu vois, tu l'as lu ou si Lucie, parce que je sais pas si tu es là, est-ce que tu peux répondre à la question? Mais sur les plans d'eau en tant que tel, je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Mais bon, on vous dira ça dans le compte rendu. Alors, le compte rendu sera super light, hein, puisqu'on est en train d'enregistrer la réunion, mais on essaiera de vous répondre. Rien de plus que dans le précédent. Ben voilà. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, il s'agit d'une mise à jour hein, du stage précédent. Pour beaucoup de plans d'eau, cela relève d'abord d'une existence légale. Alors oui, alors ça, oui. Bah oui, c'est comme pour les forages, c'est comme pour tout le reste. Les barrages, oui, les seuils et tout ça, enfin, effectivement, on est contraint par ça, à la complétude des bases de données, donc oui, je sais pas comment faire. L'exhaustivité des données en général, de toute façon, ça va être un problème, ça va être un problème, de toute façon. A-t-on seulement les moyens de nos ambitions? Alors, c'est une bonne question qui ouvre le débat sur effectivement comment fait-on pour gérer les plans d'eau, parce que je pense que c'est ça. Autant les prélèvements, etc., à la rigueur, un petit arrêté et puis on ferme les robinets. Bon, j'exagère, mais en tout cas, c'est un peu ça l'idée. Pour les plans d'eau, c'est un peu plus compliqué. Moyens humains, moyens financiers. En tout cas, dans la révision du 11e rapport de l'agence, on y réfléchit sérieusement. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y aura assez de budget là-dessus? J'en sais rien. C'est en cours de travaux. Mais en tout cas, voilà, il faut au moins le porter à connaissance, sensibiliser les décideurs là-dessus, et puis les propriétaires de plans d'eau hein, aussi. Donc, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème de plan d'eau sur le bassin. Hein. Quand vous prenez la baie des Topos et de toute la France, et vous pouvez redessiner le Loire-Bretagne sans aucune difficulté. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais... Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? À une main levée, oui, je vous en prie, monsieur Joubert. Jubert, pardon.
Oui, là je me posais une question. Alors je comprends bien l'exercice à votre échelle, mais moi ce qui m'interroge c'est l'articulation des travaux et des échelles justement, puisque, enfin, ou alors je n'ai pas tout bien compris, mais d'après ce que vous dites, en gros vous connaissez les prélèvements, vous avez déjà fixé des débits d'étiage, des patati patata. Euh, alors, la question, c'est, nous, on fait partie avec les territoires voisins des questionnements sur les études HMUC, etc. Après, là, j'ai du mal à voir pourquoi il faudrait, enfin, si tout est déjà calé, connu, enfin, et que par défaut, les objectifs on a à construire les contrats sur la base de ce que vous avez calculé, pourquoi il faut, enfin, quid des études locales, sachant que déjà nous on a l'Adréal Bretagne qui nous dit sur les cours d'eau qui sont pas équipés, de toute façon on n'est pas capable d'extrapoler avec les cours d'eau voisins. Alors voilà, moi cette articulation entre les échelles m'interroge quoi, et sur la manière de, enfin sur qu'est-ce qu'on doit faire derrière du coup. Oui, je comprends. Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que je comprends les difficultés. Nous, notre exercice, c'est pour orienter la politique, hein, et travailler en relatif. C'est-à-dire que c'est identifier les bassins versants sur lesquels il faut agir. Après, l'action et le dimensionnement de l'action, on essaye de fournir le maximum de ce qu'on peut avec les données qu'on a et de les exploiter au mieux pour aider, hein, pour voir un peu les ordres de grandeur. Après, moi, je pense qu'effectivement, il faut des données locales plus précises, ça c'est sûr. Il faut faire des études HMUC ou des études de bassin versant classiques, hein, des bilans hydrologiques, enfin des trucs, ça fait pas forcément des trucs super compliqués, mais il faut les faire et ajuster en fait dimensionner après les travaux pour atteindre les objectifs. Et si on s'est trompé, ben nous encore une fois, on est preneur de la remontée de ces informations-là pour qu'on puisse corriger nos bases de données et qu'on d'ailleurs qu'on n'y touche plus, c'est-à-dire qu'une fois que c'est calé avec avec les études des données locales, on fige le diagnostic et voilà. Donc plutôt que de refaire les calculs systématiquement. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité technique de faire quelque chose de simple, d'avoir des échanges simples de données. Vous voyez là, donc nous, on vous transfère tout avec des fichiers Excel, c'est descendant. Je ne sais pas comment faire pour faire de la remontée d'informations, on n'est pas encore équipé là-dessus. Mais c'est pareil, on y réfléchit, peut-être qu'avec la database, ou enfin, j'en sais rien encore, je ne sais pas, voilà. Mais c'est une vraie difficulté, mais je pense qu'on peut travailler ensemble entre le niveau local et le niveau de bassin. Niveau de bassin, nous, on oriente et puis on essaye de faire au mieux en relatif. Et après, en local, il faut absolument aller plus loin que ce qu'on vous donne, si vous avez les données. Parce que la plupart du temps, quand je regarde un peu la biblio, souvent on récupère les données que l'agence fournit dans le cadre de l'état des lieux, parce que la donnée est difficile à trouver même en local. En tout cas, de façon aussi complète. Mais nous, on est preneurs hein, des remontées, bien sûr, et on va tâcher de réfléchir aussi au prochain état des lieux, de savoir comment on peut s'organiser pour plutôt que d'attendre la concertation technique, où là, on essaye de prendre en compte toutes vos remarques, au maximum, en tout cas, qui rentrent dans les cases, d'essayer de travailler en amont là-dessus et de prendre en compte les études ou les données locales avant de faire les calculs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le chat? Alors, attendez. Lucie qui répond. Donc, je vous invite à lire la réponse de Lucie sur les plans d'eau. Mais il faut que je remonte encore. Tout ça. Un coup de l'état chimique, on vous en parlera après, ça. Enfin, on vous en parlera. On répondra à la question après. Parce qu'on n'a pas grand-chose à vous dire là-dessus. Avec les évaluations, les prélèvements ne sont pas toujours arrêtés. Oui, c'est vrai. Après, bon, il faut prendre en compte l'aspect social et économique, un peu comme la gestion du Covid aujourd'hui. Je pense que les décideurs, nous, on leur apporte des éléments. Il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte probablement. Voilà. Alors, bon, moi, je suis un technicien, je travaille pour l'État, en tout cas pour l'administration. Je fais ce qu'on me dit et puis j'apporte ce que je dois apporter. Et puis, je pense que vous faites pareil avec vos élus.
Après, si les élus prennent une autre décision, bon ben, c'est la vie, quoi. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus que ça. En Bretagne, 87% des masses d'eau en risque hydro le sont majoritairement à cause des plans d'eau. Ça, c'est une vraie remarque qui est intéressante. C'est vrai qu'on a remarqué ça, mais c'était déjà le cas en 2013, mais en 2013, ça n'avait pas fait de vague. Et effectivement, c'est bien à cause des plans d'eau, majoritairement. Et d'ailleurs, même sur tout le bassin, en fait, hein. C'est souvent à cause de l'évaporation des plans d'eau. Donc, il faut que, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Nous, il faut qu'on améliore nos données d'entrée et en même temps, il faut qu'on voit comment gérer cette problématique. Donc, Lucie qui répond pour les plans d'eau, on est dans une mise à jour, c'est l'orientation 1E. Le projet de stage insiste sur l'impact des plans d'eau, assouplit les conditions de création de plans d'eau pour les piscicultures relevant de la réglementation ICPE. Donc, voilà, c'est un peu comme le stage d'avant, avec un assouplissement, si j'ai bien compris. L'intérêt des études HMUC locales, c'était de réfléchir en termes de besoins des milieux, des biais écologiques à l'échelle locale, selon les enjeux patrimoniaux de chaque stage, plus affiner la connaissance dans la mesure du possible. Donc oui, c'est pour calculer les volumes prélevables, c'est un peu ça, ou les débits minimums biologiques. Et ben dès que vous les avez, ces débits minimums biologiques, et ben nous, on prendra ça plutôt que les débits d'étiage, par exemple. On est très preneur de ça. Alors, on fera attention à la méthodologie qui sera utilisée pour définir ce débit minimum biologique, parce que bon, on n'est pas des lapins de 3 semaines, mais parce que les méthodologies sont très différentes, il y a des enjeux politiques derrière, donc on vérifiera quand même ça. Mais nous, on est très preneur de ça. Oui, les DMB, c'est ça le truc au départ qu'on devrait avoir. Pas les débits d'étiage, c'est bien les DMB. C'est la ressource disponible pour satisfaire les besoins de la biologie. SMUC prend en compte l'alimentation des ESU et des ESO, par les ESO. Prend en compte l'alimentation des eaux de surface par les eaux souterraines. Je ne sais pas, ben, j'espère. Une bonne étude doit prendre en compte l'unicité de la ressource, la loi sur l'eau de 92. Donc, je pense qu'il faut regarder tous les compartiments, oui. De toute façon, bon, bah, alors si, faut tout vérifier alors. Effectivement, il faut regarder ça, parce qu'il y a un lien évident entre les eaux souterraines et les cours d'eau, en tout cas entre les nappes libres et les cours d'eau. Si vous pompez dans la nappe, vous pouvez être certain que le niveau dans le cours d'eau va baisser. Hein. Ça, c'est sûr et certain. D'autant plus si c'est une nappe alluviale. D'autres remarques ou d'autres questions sur cette partie-là ? Lucie, pour la présentation du projet de stage et ses évolutions, il y a 2 réunions qui vont être dédiées aux commissions locales de l'eau, une réunion politique des présidents et une réunion technique des animateurs. Nous aurons donc l'occasion d'approfondir certains points ensemble. J'envoie un mail pour informer des dates d'ici la fin de semaine. Ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Et puis nous, on pourra répondre à toutes vos questions, évidemment. Hein. Là, c'est une présentation, mais c'est pas la fin de quelque chose. On est toujours disponible. Hein. On a le sens du service public à l'agence. Normalement, c'est intégré au CCTP, en tout cas, les études d'acquisition de connaissances sur la gestion médiatique. Oui, bah oui, ça me paraît bien, ça, oui. Ça me paraît même, heureusement qu'il y a ça, oui. Tu reprends la main ou... Tu lances le diapo. On va passer à l'analyse des pressions sur la morphologie. C'est à peu près les mêmes raisonnements, vous allez voir. Je laisse la parole à Johan. Donc, on va essayer de dérouler maintenant d'autres pressions. Là, on a vu les pressions sur l'hydrologie. On voit bien qu'il y a derrière une logique de conservation du plus grand détail que l'on puisse avoir. L'exemple des prélèvements et des différents usages sur l'hydrologie en est un. On va maintenant aborder la morphologie et surtout la continuité. Aujourd'hui, donc, l'analyse des pressions sur la morphologie, elle s'est faite essentiellement sur la base de SIRA
voilà, sur la base de Syrah pour ce qui est de la morphologie. Donc, comme je l'ai évoqué ce matin, Syrah, c'est un outil qui agrège des bases de données disponibles. On fait avec ce qu'on a. Mais c'est quand même une échelle assez fine puisque c'est quand même de la BD topo. Donc, on est, en tout cas, de l'information de base bien, à une échelle spatiale assez fine qui est de l'USRA ou du tronçon. C'est typiquement l'exemple que vous avez ici. Vous avez une masse d'eau représentée avec son linéaire et puis avec les différentes couleurs du blanc au marron foncé, différents tronçons avec leur niveau de dégradation. Si je m'intéresse à cette masse d'eau, effectivement, globalement, son bassin versant, on a caractérisé qu'il y avait une pression morphologique plus que celle qui est au-dessus ici ou plus que celle qui est à droite ici. D'ailleurs, on voit bien les linéaires de tronçons qui sont moins altérés, qui sont plus blancs sur cette masse d'eau. Et puis, il y a cette masse d'eau donc, qui a été caractérisée en risque pour la morphologie. Et à l'intérieur même de cette masse d'eau, finalement, avec les données Syrah, on peut déjà cibler à l'intérieur de cette masse d'eau. Et c'est là que les outils peuvent devenir complémentaires entre du REH et du Syrah. C'est qu'on cible déjà les secteurs les plus altérés par rapport à l'ensemble du linéaire de la masse d'eau. Donc, s'il y a une prospection à faire, c'est peut-être en priorité, en tout cas, de les faire ici. On a mis en avant, finalement, qu'il y a une probabilité forte de dégradation via les outils Syrah. Donc, mais bien sûr que le ciblage et, en tout cas, le diagnostic reste à affiner. Voilà, donc un exemple avec Syrah. Si je continue sur la continuité, donc on l'a vu ce matin, la continuité se base sur les deux indicateurs, étagement et fractionnement, et donc sur l'inventaire des obstacles à l'écoulement. Je vous remets ici le contrat territorial, enfin en tout cas, il y a un contrat territorial que je vous ai présenté tout à l'heure, avec les pressions à l'échelle des bassins versants. En bleu, des masses d'eau pour lesquelles on n'a pas identifié de pression significative sur la continuité. Et vous voyez, pour la masse d'eau du bas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pression qu'il n'y a pas quand même un ouvrage. Voilà. Mais globalement, il n'y a pas de pression qui a été identifiée sur la continuité. Celle-ci non plus. Alors qu'à l'intérieur de ce même contrat, effectivement, il y a ces masses d'eau ici, ou lesquelles, on voit bien ici, par exemple, dans l'exemple que c'était sur la flèche, où on a une pression de continuité bien identifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, déjà, si on peut déjà commencer à se poser les bonnes questions, ce bassin versant ici nécessite sûrement des actions prioritaires sur la continuité, alors que peut-être que l'ouvrage ici, à moins que ce soit un énorme verrou, et en tout cas, ça aurait été mentionné dans le risque, n'est peut-être pas prioritaire. En tout cas, il y a sûrement plus de boulot à faire ici que sur la masse d'eau qui aujourd'hui n'est pas en risque. Donc voilà, il y a aussi un ciblage qui est disponible. Ça n'empêche rien en fait qu'une fois qu'on est sur cette masse d'eau, il faudra bien cibler les obstacles les plus prioritaires entre eux. Voici un exemple concret sur une masse d'eau, donc des outils qui ont été utilisés et des pressions donc, sur la continuité qui s'y exerce. On est sur la sèche. Malheureusement, on ne voit pas le cours d'eau en dessous. Enfin, bon, je vous laisse imaginer le nombre d'obstacles présents. Donc, il y en a 32 qui sont aujourd'hui en liste 2. Les codes sont affichés à l'écran ici, donc sur le linéaire principal. On a un taux d'étagement qui est de 50%. Je vous rappelle qu'à partir de 40%, la bibliographie, notamment portée par l'ONEMA en son temps, avait montré que c'était déjà une pression significative. On est dans une densité d'ouvrage qui est déjà un des premiers indicateurs de l'ordre de 3 ouvrages pour 10 km. Il faut savoir que 3 ouvrages pour 10 km, c'est à peu près la limite que fixent les pays européens pour dire qu'on commence à avoir une forte densité. C'est voilà, en tout cas à l'échelle de l'Europe occidentale. Voilà, donc c'est une densité d'ouvrage assez importante. Je vous parle même pas là de l'étagement ou de l'équipement en passe à poisson, hein, que la modification des habitats, avec cette densité, on sait que ça va déjà commencer à poser un problème. Donc voilà la donnée de base, le RE. Ici, donc, je vous présente la même chose, mais transformée en densité. Donc là, on rapporte le nombre d'ouvrages au linéaire de cours d'eau. Et puis, en dessous, en aplat, vous avez donc la classe de pression ramenée au bassin versant qui a été identifiée avec le taux d'étagement et le taux de fractionnement. On est ici dans une pression moyenne. Voilà. Si on regarde le taux d'étagement, donc on l'a mentionné, il était de 52%. On remet les classes ici de pression. Alors évidemment, à cette échelle-là, ça ne vous donne pas grand-chose, mais vous voyez qu'il y a d'autres masses d'eau à côté qui sont encore plus étagées, hein, puisque là, on est au-dessus des 80%.
Donc cette masse d'eau-là, effectivement, la sèche a quand même un taux d'étagement assez important. Si on reprend la même logique de se dire, OK, maintenant que j'ai identifié une problématique, j'ai identifié que j'avais une problématique de continuité, et donc, quelle serait l'ampleur des actions à mener pour pouvoir finalement abaisser cette pression à un niveau acceptable. Aujourd'hui, donc, on a le taux d'étagement qui est à 52%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une hauteur cumulée de chute de tous les ouvrages qui est égale à globalement 15 mètres. On la rapporte à la dénivelée des 28 mètres, on est bien à 50%. Et du coup, on fait le même travail en disant, OK, de 52%, il faut que je passe à 40, c'est le seuil qui a été défini comme étant une pression significative. Eh bien, ça nous donne la hauteur de chute qu'il faudrait supprimer, ou en tout cas aménager. Je ne parle pas de supprimer tous les ouvrages, mais de réduire cette hauteur de chute de 4,37 m. Voilà un indicateur. Après, ça ne vous dit pas quel ouvrage, évidemment, il faut raser ou détruire, mais ça vous donne quand même une indication de l'effort à fournir sur le linéaire de cette masse d'eau. Donc c'est pareil, ces fichiers-là sont disponibles, seront mis à disposition très bientôt. L'exemple que vous voyez en haut, c'est une copie-coller du fichier, mais on a le taux d'étagement, la longueur du cours d'eau, la hauteur de chute globale, la densité, etc. Et au final, la hauteur à réduire en dernière colonne de 4,35 m. Voilà un exemple sur d'informations qu'on peut fournir sur les efforts à fournir, en tout cas sur la continuité. Et bien voilà, si vous avez des questions déjà sur cette partie-là. Alors, je vais essayer de reprendre le chat. Rien de particulier. Je demande si on va pas. Force le veto. Il y a Xavier Lecal qui dit qu'on va un peu trop vite. Ça va un peu vite entre nous quand même. C'est concernant la présentation ou Je pense que c'est Xavier qui disait que dans le cahier des charges, enfin le CCTP de l'étude HMUC, la partie effectivement connaissance et puis prise en compte de l'alimentation des eaux souterraines par les eaux... Non, l'inverse, l'alimentation des eaux superficielles par les eaux souterraines, ça allait un peu vite. Je l'ai lu comme ça. D'accord, ok. Bon, dans ce cas, on peut passer peut-être à la suite s'il n'y a pas de questions sur les éléments de priorisation et l'exemple qu'on vous a donné sur la continuité. Mais est-ce que vous trouvez ça logique ou de toute façon c'est comme ça que vous faites de toute façon, parce qu'en fait c'est juste on a l'impression que c'est du bon sens, mais peut-être que c'est pas ça, je sais pas. N'hésitez pas à réagir. Non, pour toutes ces données, donc Nicolas Bouchin, syndicat Chardon-Isaac, c'est la logique. Après, c'est vraiment de la connaissance de terrain, sachant que cette connaissance, elle doit être la plus exhaustive, la plus précise possible. Quand là, on parlait de la continuité, c'est comme disait Camille, sur la sèche aval avec tous les ouvrages, mais sachant qu'on peut rajouter aussi des ponts routiers, des buses et tout ça qui ne sont pas du tout dans le ROE. Et malheureusement, alors ce n'est pas non plus des grosses chutes d'eau, des grandes différences de dénivelé, mais par contre, un ouvrage quasiment à moins d'1 kilomètre de distance entre les ouvrages, on a une densité, quand on répertorie tout, qui est assez impressionnante. Et voilà, on n'est pas du tout non plus à ce niveau de détail. Mais quand on y va réellement sur le terrain et qu'on répertorie tout, c'est assez impressionnant. Ça, on est toujours sur la même problématique, je crois. Hein. Quelle est la donnée qu'on utilise, quel est son niveau de précision. Nous, une fois de plus, c'est vrai que le ROE, je pense qu'en 10 ans, on a quand même fait beaucoup d'efforts sur le ROE. On l'a vu ce matin, hein, ça a été multiplié quasiment par un tiers de plus d'ouvrages entre le précédent atelier et celui-ci. Bien sûr que la donnée peut toujours être complétée. Après, on est tous confrontés au manque de moyens. Aujourd'hui, le remplissage du ROE, ça devient assez compliqué. C'est chronophage, mais voilà, la donnée, c'est le nerf de la guerre. On sait,
si effectivement les inventaires sont plus précis, après, il faut pouvoir les bancariser aussi et pouvoir utiliser ça à l'échelle du bassin. C'est toujours pareil. C'est pas une critique négative, hein, c'est Non, juste non, non, faire j'ai pas pris attention. ça négativement. Voilà, faut Non, non, il n'y a juste pas de faire souci. attention à la donnée, qu'est-ce qu'elle couvre, jusqu'où on va, et que voilà, est-ce qu'il n'y a pas des biais Tout à fait. aussi à éviter, voilà, pour certains travers. C'est pour ça qu'on essaye d'être clair sur ce qu'on utilise. Je veux dire, les notes méthodologiques qu'on vous met à disposition, tout à l'heure, on parlait de l'utilisation de la moitié du débit d'étiage comme étant un débit critique. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on est transparent. Je veux dire, elles sont critiquables, bien sûr, elles sont jamais parfaites, mais voilà, c'est la source de données qu'on a. Le ROE, bah, c'est déjà bien. Bien sûr que c'est pas complet, et ça, je pense qu'entre nous, on connaît tous les limites de nos outils. Hein. Le ROE est un bon exemple, mais voilà. Alors, je vois qu'il y a une question effectivement sur l'actualisation du ROE. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si on veut montrer que des actions, ou en tout cas que des opérations d'aménagement ou d'effacement d'ouvrage rendent les choses efficaces, ou en tout cas on a une diminution de cette pression, bien sûr que la bancarisation de la donnée après travaux est importante. Hein, mais ça, voilà, ça devient aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble des services de l'État, ça devient compliqué. Et on espère encore que l'OFB remplira encore le ROE. On croise les doigts. Alors, je repartage mon écran. Avec un autre exemple, ce coup-ci sur les macropolluants. Si, ça y est. Donc, un autre exemple sur les macropolluants pour vous expliquer un peu le cheminement qui a été mis en place sur les macropolluants et de quoi on parle, finalement. Donc, les macropolluants, chez nous, c'est deux types de rejets. C'est d'un côté les rejets des collectivités via les STEP et puis les rejets isolés des industriels. Aujourd'hui, donc, on a effectivement des informations sur ces rejets. Hein. On connaît les flux rejetés pour les industriels ou même pour les STEP. Voilà. Donc, à partir du moment où on a ces informations avec, vous voyez ici, les XY, les localisations de ces rejets de collectivité, eh bien, on a des outils, notamment Pégase, qui permet c'est l'objet de la diapo suivante, qui permet en fait de modéliser l'impact pour différents paramètres. Ici, l'exemple c'est sur le phosphore total, de modéliser l'impact sur le linéaire de cours d'eau. Donc, pareil que d'habitude, et on le modélise en classe de concentration attendue, c'est-à-dire que la couleur rouge fait référence à la couleur rouge de la classe d'état du phosphore. Donc, on voit ici, par exemple, typiquement l'impact pour la station qui est ici en haut, de 3000 équivalents habitants, eh bien, elle a un impact sur tout le cours d'eau jusqu'à temps qu'il rencontre un affluent pour lequel ça s'améliore. Et puis, on a une propagation qui se fait d'amont en aval. Voilà. Donc, l'ensemble de ces informations sont ensuite agrégées à l'échelle de la masse d'eau. Ça fournit donc une information sur la pression issue des rejets en phosphore, qui permet ensuite aussi, notamment à l'agence, de pouvoir mettre en place une priorisation au niveau de son programme. C'est l'objet des SAP, donc les systèmes d'assainissement prioritaires, et des EPI. Donc là, vous avez cette masse d'eau, donc l'exemple de cette masse d'eau où il y a effectivement un établissement prioritaire industriel qui a été ciblé et donc qui fait partie du 11e programme, et puis des systèmes d'assainissement prioritaires collectifs pour lesquels il y a des taux bonifiés dans le 11e, ce qui n'exclut pas sur les autres systèmes d'assainissement les taux normaux. Hein. On est bien dans un système de bonification. Donc voilà l'exemple que l'on utilise sur les macropolluants et déjà une transformation directe dans le 11e programme de l'Agence de l'eau. Vous voyez les interactions qu'on peut déjà avoir entre une caractérisation des rejets, leur impact et une application directe dans le programme de l'Agence de l'eau. Voilà. David, si tu veux compléter sur ce point. Non, sur les macropolluants. Non, j'ai rien à dire de plus, c'était au cas où. Donc, je vais remettre le chat.
tu veux dire un mot sur les tableurs qu'on a à disposition pour les rejets? Oui, vas-y. Alors, si quand même une petite information concernant ça, on va mettre à disposition bientôt, encore une fois, le plus rapidement possible, mais comme on a beaucoup de trucs à faire, comme tout le monde, mais, un petit fichier où dedans vous aurez l'ensemble des rejets, stations d'épuration ou de collectivités ou d'industriels isolés dans le même fichier, rassemblés avec les masses d'eau cours d'eau. Comme ça, vous pourrez avoir pour une masse d'eau donnée l'ensemble des rejets qu'il y a sur cette masse d'eau-là. Et puis, vous avez tous les rejets, un phosphore, enfin tous les paramètres qui sont tous les flux qui sont mesurés ou qui sont calculés dans ce fichier-là. Donc ça, il n'y a pas plus brut que ça comme données, hein, parce que là, on ne peut pas mieux faire que ça. Et en fait, ce sont les données qui ont été utilisées pour calculer la pression des macropolluants. Donc voilà, vous aurez tout, si ça peut vous être utile là-dessus. Donc tous les rejets de sortie de station d'épuration. Oui, alors par rapport à la modélisation de Pégase, je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, cette modélisation a été faite à l'ensemble, pour l'ensemble des masses d'eau du bassin lors de l'état des lieux, donc en 2018-2019, avec les données de rejet 2016, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est des modélisations qui est faite à chaque état des lieux. Après, effectivement, il y a d'autres outils. Je vois que Norman est cité ici. On est dans le même type d'outils. Hein. C'est des outils qui linéarisent un impact finalement. Mais oui, sinon, cette modélisation a été faite sur l'ensemble des masses d'eau. Oui. Et pour différents paramètres, j'ai pris un exemple sur le phosphore, mais il y a la nitrite, il y a donc le phosphore, les nitrites, l'ammonium et la DBO qui ont été modélisés. Alors, oui, je vois aussi un commentaire sur effectivement de Marie-Claude là-dessus, et elle a complètement raison, et je pense qu'on l'a peut-être pas dit, on aurait dû le dire ce matin déjà, c'est que effectivement, faut essayer de regarder l'ensemble des compartiments. Alors ça, on l'a dit un petit peu, au souterrain, cours d'eau, plan d'eau au littoral quand il y a de la mer, mais aussi les pressions qui sont à l'origine de la dégradation. Parce qu'en fait, c'est important de voir les relations qu'il peut y avoir entre les pressions. Bon, c'est difficile de voir les relations qu'il y a entre la pression et l'état. On a essayé de le faire au mieux, et c'est le résultat du diagnostic, de l'état des lieux. Mais effectivement, il faut bien avoir une idée globale des pressions qu'il y a sur son bassin versant pour essayer de taper en priorité sur celle qui va être la plus importante. Par exemple, si j'ai des problèmes de concentration parce que j'ai des rejets qui arrivent et que j'ai pas assez d'eau dans mon cours d'eau, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut que j'aille voir la collectivité pour qu'elle passe son rendement de 80 à 81% sur le phosphore, par exemple, ou est-ce qu'il faut que je rajoute un peu d'eau dans mon cours d'eau pour que la concentration puisse passer? C'est tout le truc, sauf que c'est pas du tout la même gestion, c'est pas du tout les mêmes interlocuteurs. C'est pas du tout la même difficulté non plus d'association des acteurs. Mais voilà, c'est bien d'avoir l'ensemble, et c'est un peu ce que dit Marie-Claude là, avec les histoires d'hyper dégradés, avec non présence de gardons. Oui, ça va guider l'action parce que j'ai la connaissance de l'ensemble de mes pressions que j'ai sur mon bassin versant et que je ne suis pas monothématique et je regarde effectivement que c'est bien lié à telle ou telle pression. Et en agissant sur une pression, je peux améliorer les autres pressions aussi. C'est le cas pour l'hydrologie de façon générale. Pour que l'eau soit de bonne qualité, il faut d'abord qu'il y ait de l'eau. Alors c'est con ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Et évidemment en quantité suffisante. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Oui. Concernant la physico-chimie, est-ce qu'il y a encore le système d'exception d'un paramètre par classe de paramètres prévus?
Pouvez-vous rappeler les règles internes de la physico? Quid des évolutions du taux d'oxygène dans les cours d'eau depuis le précédent stage? Oui, j'ai vu donc la question sur le chat. Cette règle dite d'assouplissement de la physico-chimie est toujours en vigueur. Je vais vous rappeler quand même les conditions d'assouplissement de cette physico-chimie. Hein. C'est pas un laisser-aller sur la physico-chimie. Et pourquoi on parle d'assouplissement sur la physico-chimie? C'est qu'aujourd'hui, la DCE a quand même remis au cœur du système la biologie. Cet assouplissement n'est possible que lorsque les compartiments biologiques sont bons ou très bons et qu'il n'y a qu'un seul paramètre parmi l'ensemble de la physico-chimie qui est déclassé. Ce qui veut dire que dans la physico-chimie, vous avez les nutriments. Il y en a 5, 3 phosphores et 2 azotes. Vous avez le bilan en oxygène, pour lequel vous avez 4 paramètres. La SATO2, le pourcentage d'O2, la DBO et le COD. La température et l'acidification. Donc ça veut dire que les paramètres biologiques étant bons, il faut qu'il y ait un seul de ces paramètres physico-chimiques qui soit en classe non pas mauvaise, médiocre ou mauvaise, mais juste en classe moyenne. Et à ce moment-là, on peut assouplir et considérer que l'état écologique est bon. Donc c'est quand même un paramètre qui assouplit, mais qui s'applique à très peu de cas. Pour avoir les chiffres en tête, ça doit être à peu près 50 masses d'eau sur l'ensemble du bassin. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas significatif et ce n'est pas du laisser-aller par rapport à la physico-chimie. Hein. Donc, voilà. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de la question, effectivement, aujourd'hui, vu les conditions des étiages et des températures associées forcément au cours d'eau, on commence à s'interroger sur les évolutions de la SAT et du taux d'O2 dans les cours d'eau. Il y a des études qui se lancent en ce sens, notamment en Pays de la Loire, où le DREAL a lancé une étude sur laquelle l'agence est partie prenante. Hein. Et donc, c'est bien des choses sur lesquelles on va travailler. Je disais ce matin qu'on allait travailler sur les évolutions de la physico-chimie quand il y a des progrès, mais aussi, effectivement, sur l'O2, s'il y a une dégradation, on va essayer de le mettre en avant aussi. Hein. Toujours avec une corrélation avec les débits, hein, parce que là, sur le température O2 et débit, je crois que c'est les 3 facteurs intimement liés. Voilà, donc c'est prévu dans les travaux à venir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Nous, on a fini notre présentation. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose en particulier? Non, Marie-Claude, est-ce que tu veux reprendre la parole pour clore cette journée? Déjà, vous remercier grandement, même si j'ai pas pu tout suivre ce matin. Pas parce que je comprenais pas, mais parce que j'avais une autre réunion. La présentation, moi, j'ai trouvé ça vraiment très clair. Ça remet quand même le doigt sur, je trouve, le manque d'appropriation de toutes ces données-là. C'est-à-dire que l'impression que j'ai pour suivre les contrats territoriaux et les sages, c'est que on a tendance à réinventer localement des données sans forcément aller rechercher les données qui sont déjà disponibles au niveau du bassin. Donc c'est vrai que nous, on essaye de faire la courroie de transmission en alimentant, mais surtout le conseil pour les différents animateurs de bien s'approprier ces données-là, qui évitent de perdre du temps sur des priorités qui ne le sont pas forcément. Donc prenez déjà le temps de regarder tout ce qui existe avant de refaire des études locales. Et sinon, n'hésitez pas. Alors, on va enregistrer. Normalement, l'enregistrement a été fait, ce qui veut dire que vous pourrez regarder ça tous les soirs au lieu de regarder les infos déprimantes. Vous pourrez vous passer nos 2 collègues. Cet enregistrement sera transmis via la TBVB et la PPCB à tous vos collègues qui n'ont pas pu assister à la présentation aujourd'hui. Et après, au quotidien, Fabrice est là aussi pour répondre régulièrement aux questions. Déjà, plusieurs d'entre vous font cette démarche, donc n'hésitez pas à la faire. Voilà, merci à vous et puis merci à nos illustres collègues. Oui, j'ai vu une dernière question apparaître sur l'état chimique. Vous voulez voir la carte, c'est ça? Ou vous voulez juste savoir comment on a fait?
Madame Leroy, est-ce que vous pouvez répondre à la question? J'essayais de débloquer mon micro, mais j'insiste un peu lourdement. Mais non, parce que j'ai cru vous comprendre que désormais vous affichiez quand même, je ne sais plus si c'était le cas dans le précédent stage, mais vous affichez plus clairement un objectif de bon état chimique. Et du coup, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a des mesures en plus dans le stage par rapport à ça? Est-ce que c'est réellement bien mesuré désormais? Il y avait des soucis, il me semble, dans le précédent stage ou dans le précédent programme de surveillance pour évaluer. C'était compliqué, je crois, de mesurer les pressions les concentrations en hydrocarbures et de Oui, faire un alors, lien avec des sources de pollution. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il en est en fait de cet état chimique dont on ne parle plus jamais depuis déjà. oui. Je réponds juste à une partie et puis Johan complétera. Donc, pour l'état chimie, alors pour le SDAGE, il me semble qu'il y a un chapitre dédié aux micropolluants dans le SDAGE. Donc, des micropolluants, c'est ce qui est utilisé aussi pour établir l'état chimique, entre autres. Heureusement, enfin, il n'y a que ça, mais c'est différentes familles de micropolluants. Effectivement, il y a des pesticides, des HAP, des métaux lourds, quantité que. Et donc, dans le stage, il y a un chapitre entier là-dessus. Donc, alors, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses dedans, dans le sens où c'est quand même assez nouveau. Enfin, en tout cas, la stratégie est nouvelle. Pas les micropolluants, hein, mais en tout cas, leur prise en compte. Et donc là, on est au début, on est juste au début d'acquisition de données et de la stratégie. Autre point, jusqu'à présent, on mesurait tous les micropolluants sur le support eau, un petit peu sur le sédiment, mais surtout sur l'eau. Et en fait, on s'est aperçu, façon de parler, mais il y a plein de molécules qui sont hydrophobes. Alors, autant dire que ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, du coup, là, les prochains résultats qui vont sortir, ce sont des résultats sur le vivant, sur le biote. Et donc, du coup, on aura des éléments plus précis là-dessus. Pour établir l'état chimique. D'ailleurs, c'est pour ça c'est l'une des raisons pour lesquelles on le recalcule pour le stage, au-delà de ce qui est déjà présent dans l'état des lieux. Donc, dans l'état des lieux, vous avez un état chimique avec ou sans ubiquiste pour les plans d'eau, pour les cours d'eau. Voilà. Alors, l'histoire des ubiquistes, je ne sais pas trop quoi en faire parce que par définition, il y en a partout. Donc, quelle est l'action à mener, sachant que est-ce que c'est à la politique de l'eau de payer ça? Je ne sais pas parce que par exemple, les HAP, c'est lié à la combustion des cheminées, des voitures et autres. Ça a l'air compliqué de prendre en compte les ubiquistes dans l'état chimique. En tout cas, de savoir qu'il y en a, c'est bien. De mettre des actions autour de ça me paraît bien compliqué. Donc voilà, on est en pleine stratégie là-dessus, de définition de la stratégie, et c'est pas facile. Johan, tu veux compléter quelque chose là-dessus? Peut-être quelques chiffres sur l'état chimique. Alors effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure dans les données d'exposition, mais il y a une note spécifique sur l'état chimique et les tableurs associés. Hein. Aujourd'hui, l'état chimique, si on prend en compte les ubiquistes, on a en gros 400 masses d'eau qui sont déclassées, mais hors ubiquiste, ça doit être 150 à peu près. Sachant qu'en tête de liste, c'est la cypermétrine qui arrive et qui déclasse 60 et quelques masses d'eau. Voilà, donc si on enlève les ubiquistes, 140 masses d'eau déclassées à l'échelle du bassin de Loire-Bretagne, c'est pas énorme. Mais voilà, dès qu'on rajoute les ubiquistes, c'est quasiment une masse d'eau sur 4 qui est déclassée. Ça, vous retrouvez ça dans la note état chimique ainsi que les cartes associées, je pense, qui sont aussi disponibles dans le projet, dans le projet QGIS ou dans les cartes téléchargeables dans l'état des lieux. Pour les plans d'eau, ça doit être à peu près le même ordre de grandeur. En tout cas, on a pas mal de benzoapyrène qui sort dans les plans d'eau. Voilà, donc c'est voilà, toute une note détaillée. Je ne suis pas en charge de l'évaluation de l'état chimique, mais vous retrouverez ça dans la note spécifique qui est disponible sur Internet. Tant qu'on est dans les polluants un peu émergents, je crois qu'il y avait eu des travaux aussi de fait sur tout ce qui était substances médicamenteuses. Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus ou un chapitre prévu dans le... Alors, il y a eu une étude nationale, enfin des prélèvements pour le compte de la DEB qui a fait une campagne sur ces molécules-là.
il y a un moment maintenant. Je ne sais pas si elle a recommencé depuis. Et donc, elle s'est basée sur tous les réseaux de surveillance de toute la métropole pour aller chercher ces produits-là. Le rapport, il doit exister, il doit être disponible parce que ce sont des données publiques. Mais je ne sais pas où. Moi, il doit traîner au fin fond de mon ordinateur. Il faudrait que je le retrouve. Mais je demanderai à mon collègue qui s'occupe de ça maintenant. Mais dans mes souvenirs, en tout cas, les molécules qu'on retrouvait le plus, c'était la caféine, c'était le paracétamol. J'essaie de remettre dans l'ordre, hein. Et puis après, les antidépresseurs et les anti-cancéreux. Oui, anti-inflammatoires et anticancéreux. Bon, alors, voilà, bof, quoi. Bon, le café et le paracétamol, quand on a mal à la tête, on pourra boire un verre d'eau. Je pense que c'est ça. Mais alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on trouve ça en termes de microgrammes, hein. Attention, c'est toujours, voilà, alors que quand vous prenez un cachet, c'est 1 gramme. Donc, voilà. Donc, mais voilà, c'est les résultats qu'on avait, y compris dans les eaux souterraines d'ailleurs, hein. On trouvait ces molécules-là. Mais depuis, je ne sais pas ce qu'il en est des campagnes sur les micropolluants. Je crois qu'ils vont en faire un peu bientôt. Mais tout ça, c'est Xavier Bourrin qui s'occupe de ça chez nous à l'agence. Donc, n'hésitez pas à le contacter. C'est aussi lui qui vous a transmis Norman, pour ceux qui connaissent Norman. Donc, voilà, et n'hésitez pas à le contacter. C'est Bourrin, B-O-U-2-R-A-I-N. Voilà. Il y a une question qui est quelque peu… De quoi? Oui, c'est François-Xavier là. Par rapport à l'état chimique, le support analysé, il n'avait pas été défini par la DCE dès le départ? C'est quelque chose Non, d'accord. Non, C'est-à-dire que alors, chaque État membre se pose la question de savoir sur quel support il doit réaliser ses… Non, maintenant, ce qui nous est imposé, c'est d'analyser le biote, justement. Parce que, suite aux premières campagnes, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas retrouvé les substances, forcément, elles étaient hydrophobes. Du coup, maintenant, on a l'analyse sur le biote qui va compléter notre état chimique. Et donc, maintenant, on a obligation d'aller faire des analyses sur le biote. Donc, tous les États membres sont obligés d'aller faire ça sur le biote. Ah oui, oui. D'accord, ok. Et j'avais une petite question aussi sur… tout à l'heure, vous avez présenté une carte là, des objectifs. Il me semble que ce n'est pas la même qui est sur le projet de SDAGE là, qui est… Oui, c'est possible. Non, cette carte, c'était vraiment une illustration pour montrer qu'effectivement, les objectifs, finalement, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent quoi? Une carte de dégradation. C'est aussi une carte de dégradation. Bien sûr, on se fixe des échéances. Non, c'est possible que ce ne soit pas la dernière. Hein. Ça, Non, mais c'est juste pour savoir sur laquelle il faut qu'on consulte nos clés. Pas sur celle qui est dans le diaporama. Hein. Ça, c'est sûr. Okay. Non, absolument pas. C'était vraiment un exemple d'illustration. C'était vraiment pour illustrer. Il n'y a pas de… Puis de toute façon, pour cliquer sur le bassin d'instant, ça va être difficile. D'autres questions? Écoutez, on va clore les débats.